Donc, je donne la parole à Maître Avoisé Tapi. Alors, Maître Tapi, avec ces personnes qui ont été inculpées aux États-Unis, quelle allure ça peut prendre? Je veux dire, vous qui êtes avocat, quelle est l'allure? Ça va être quoi le process? Comment ça va se passer? Et il faut s'attendre à quoi pour que ce rodéo judiciaire, entre griffes, qui démarre, puisse déboucher sur quelque chose de positif en termes de règlement de la crise dans le Nozo? Je pense que le règlement de la crise dans le Nozo dépend de la volonté gouvernementale. Parce que c'est le gouvernement de M. Paul Biya qui a créé cette situation. Il a les moyens d'y mettre un terme. La question anglophone avait été débattue à la tripartite en 1991. Les anglophones demandaient le fédéralisme. Les francophones étaient opposés. Lorsqu'on a désigné le professeur Joseph Oona pour présider la commission qui devait rédiger la nouvelle constitution, il a expulsé les anglophones. Le professeur Monzou, qui était le porte-parole des anglophones, le professeur Agnan et autres, on les a expulsés. Ils n'ont pas pu participer à la rédaction de la Constitution de 1996. Mais pour faire croire aux anglophones qu'on prenait en considération leurs desiderata, on a introduit les régions dans la Constitution de 1996. Et à partir de 1993, les anglophones ont tenu la All Anglophone Conference 1 à Buea, la All Anglophone Conference 2, elle s'est tenue à Bamenda. John Gufonja et Salomon Tandemouna étaient vivants. Ils ont participé à cette conférence. Et ils ont soumis leur mémorandum au président de la République pour que la question anglophone soit résolue. Elle ne l'a pas été. Les anglophones ont créé la SCNC, Southern Cameroon National Council, qui était le gouvernement intérimaire de la République anglophone. Et ce gouvernement, tous les 1er octobre, lançait des manifestations, les manifestations pour célébrer le 1er octobre, qui était considéré par les anglophones comme leur année d'indépendance. Le gouvernement a laissé prospérer cette situation pendant 23 ans jusqu'en 2016. On se contentait à chaque fois d'arrêter les leaders qui organisaient les manifestations le 1er octobre. À chaque fois, on les emprisonnait, on faisait des procès sommaires et puis on les libérait par la suite. Ça veut dire que le gouvernement a encouragé la mise sur pied d'une rébellion anglophone. En 2016, en octobre, lorsque les avocats ont marché à Bamenda, pourquoi les avocats ont marché? Plus de la moitié des magistrats qui fonctionnaient dans le nord-ouest étaient des francophones, qui ne parlaient pas anglais, qui allaient juger les anglophones en français, une langue qu'ils ne comprenaient pas. Dans la plupart des commissariats, c'est les francophones qui officiaient comme enquêteurs et qui interrogeaient les anglophones en anglais, qui faisaient les PV en français et qui les envoyaient au parquet. Donc, cette situation a dégénéré, de telle sorte que le gouvernement a organisé une réunion à Bamenda. Cette réunion regroupait tous les syndicats, ce n'était pas seulement les enseignants et les avocats, c'était tous les syndicats de tous les secteurs de la société civile anglophone qui étaient conviés à cette réunion. On appelait le consortium. Le consortium. Oui. C'est le chef de cabinet du Premier ministre, Philémon Yang, qui dirigeait la délégation gouvernementale. Et parce que le consortium a proposé qu'en plus des problèmes sociaux, qu'on discute de la forme de l'État et qu'on discute de la question anglophone, tout a capoté. Le gouvernement a dit, nous n'en voulons pas. Le lendemain, on a vu ce qui s'est passé, on a dissous le consortium, on a arrêté les leaders, on a emprisonné pour avoir proposé qu'on discute des sujets. Donc, c'est le gouvernement qui a radicalisé la question anglophone. Et les premiers coups de feu ne sont pas partis des anglophones. Les premiers coups de feu tirés dans le nord-ouest et le sud-ouest sont partis de l'armée nationale camerounaise. Les premières victimes étaient des anglophones. Voilà ce qui a dégénéré. Et quand ça a dégénéré, le pouvoir a choisi la solution militaire, là où il fallait un dialogue. Lorsqu'on convoque le grand dialogue national, une fois de plus, le gouvernement a la possibilité de mettre un terme à cette crise. Le feu cardinal Toumi avait proposé de faire la réunion des anglophones pour désigner les représentants des anglophones qui vont discuter avec le pouvoir. On n'a pas accepté. On a convoqué les militants du RDPC d'obédience anglophone
qui sont grassement rémunérés, qui sont allés défendre leurs privilèges personnels, et on a prétendu que ces gens parlaient au nom des anglophones. Pourquoi depuis le grand dialogue national, la situation ne fait que s'empirer? Donc, la guerre dans le Nozo est une guerre inutile. Alors, nous perdons des soldats. Moi, j'ai un petit frère que j'ai enterré le 22 janvier. Un petit frère, 24 ans. Un de mes petits frères qui est mort dans l'attaque de Galim, où 4 soldats camerounais sont morts. Mon petit frère est mort dedans, je l'ai enterré le 22. Ça me fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à pleurer cet enfant. Donc, c'est une guerre inutile. Le gouvernement a la possibilité de mettre fin à cette crise. Et nous avons toujours pensé que les problèmes camerounais devraient être résolus par des Camerounais. Ce n'est pas les Américains qui vont venir régler nos problèmes dans notre pays. Ils peuvent prendre des sanctions là-bas, etc., etc. Mais si nous, dans notre pays, en tant que Camerounais, on s'assoit, on organise un dialogue inclusif que prêche le SDF depuis 2016. Le président national du SDF a rencontré le chef de l'État à plusieurs reprises, face à face, pour lui dire que ce problème, il faut qu'on s'assied, qu'on le résolve. Et une crise comme celle-là, moi je ne comprends pas comment est-ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, fonctionne. C'est un chef d'État qui, je ne sais pas, qui manifeste une haine contre les autres composantes politiques du pays. Paul Biya ne s'est jamais assis autour d'une table avec les leaders de l'opposition et de la société civile pour discuter. Au Sénégal, Macky Sall s'est assis avec les opposants et la société, il a discuté. En Guinée, Alpha Condé. En Côte d'Ivoire, au Mali, l'opposition et le pouvoir s'assiedent quand c'est une cause nationale qui est mise en cause. Pourquoi au Cameroun, Paul Biya n'a jamais accepté de discuter avec les Camerounais? Donc je pense que les premières personnes qui devraient être sanctionnées par la restriction des visas qu'engage le gouvernement américain, c'est d'abord les tenants du pouvoir. Alors, les tenants du pouvoir, parce que nous avons, excusez-moi l'expression, on a des gens qui sont tapis dans le système du pouvoir, c'est-à-dire dans le gouvernement, dans l'appareil sécuritaire du pays, on a des gens qui sont tapis là et qui s'enrichissent sur cette guerre-là, qui s'enrichissent les kidnappings. Je vais vous le dire, les kidnappings ne rapportent pas qu'aux Amazoniens. Les kidnappings rapportent aussi de l'argent à certains hauts fonctionnaires de la sécurité de notre pays. Et ils n'ont pas intérêt que ça finisse. Alors, donc je pense que ces sanctions américaines, bon, on peut dire qu'elles sont la bienvenue. Peut-être que, est-ce que ça va faire bouger les lignes? Il appartient d'abord à nous les Camerounais. Considérons les anglophones comme des Camerounais à part entière. Ces messieurs, en 1961, ont volontairement dit qu'ils sont Camerounais et qu'ils vont vivre Camerounais. Pourquoi nous les repoussons au point où on leur fait la guerre?